Aujourd'hui pour cette table ronde consacrée à la démocratie d'aujourd'hui et de demain, donc qui va interroger à la fois les nouvelles formes de démocratie et de citoyenneté. Donc nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants et intervenantes particulièrement experts chacun dans leur domaine de ces enjeux-là qui vont nous expliquer la façon avec laquelle ils vivent et appréhendent la démocratie et la citoyenneté en interne de leur organisation, comment est-ce qu'ils essayent de faire vivre ces outils et puis à quels défis se posent pour eux et quelles limites aussi ils rencontrent dans le fait de rendre pratique et opérationnelle aussi la démocratie en interne des organisations. Je vais les laisser se présenter dans l'ordre. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le colonel Sylvain Besson. Je suis le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dans l'Hérault, donc les sapeurs-pompiers, pour faire plus simple. Donc, juste en quelques mots, les pompiers de l'Hérault, ce sont 4300 personnes, femmes et hommes engagés, pompiers professionnels, pompiers volontaires, donc les engagés citoyens dans le plein sens du terme, et puis nos agents administratifs et techniques pour les fonctions de soutien. Nous réalisons 80 000 interventions de secours par an, c'est-à-dire une toutes les 7 minutes sur les 342 communes du département de l'Hérault. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Romero-Gaillot, je suis avant tout un citoyen engagé et nouvellement élu conseiller régional et délégué à la participation citoyenne et à l'engagement citoyen dans notre belle région d'Occitanie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Héloïse Leurette. J'ai participé à la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat qui était un exercice de démocratie participative qui a interrogé 150 citoyens tirés au sort sur la question de comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2050. Et j'ai participé par la suite à cette convention, à plusieurs conventions et exercices de démocratie participative en général sur le territoire, à la fois au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la réalisation et de l'application des mesures choisies par les citoyens. Bonjour, Alexandre Patz, je suis responsable de plaidoyer sur les enjeux climatiques pour l'ONG Oxfam France. Et Oxfam France a pour but de sensibiliser et convaincre les décideurs politiques et économiques à lutter contre les inégalités et le réchauffement climatique. Et avec nous en ligne aujourd'hui, nous avons Monsieur Loïc Blondiot, donc politologue, qui est expert des sujets de démocratie et des outils de démocratie délibérative et participative. Bonjour Monsieur Blondiot. Vous nous entendez bien ? Alors malheureusement, nous, on vous voit vous exprimer avec beaucoup d'entrain, mais on ne vous entend pas. Ah oui, j'avais pas mis mon micro, ce qui est peut-être l'explication. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Donc bonjour à toutes. C'est parfait. Et à tous. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, étant donné votre expertise et votre connaissance de ce sujet depuis des dizaines d'années, on a trouvé judicieux de vous proposer d'ouvrir ce débat avec un rappel des termes. Alors, l'idée, c'est pas d'être dans un colloque académique, mais derrière les notions de citoyenneté et de démocratie aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'il y a une certaine confusion. Ce sont des mots un peu valises. Est-ce que vous avez est-ce que vous pourriez nous dresser un premier tableau de ce que vous entendez aujourd'hui par démocratie? Est-ce qu'on peut faire un lien juste avec la notion de citoyenneté? Est-ce que parce qu'on est citoyen, on est nécessairement dans un pays démocratique? Est-ce qu'une démocratie appelle forcément à une notion, une conscience de la citoyenneté? Et puis peut-être ouvrir dans un deuxième temps sur ces nouveaux outils et ces nouvelles méthodes démocratiques qui incluent le citoyen et la citoyenne. Et puis dans un deuxième temps, en ouverture, puisqu'on est quand même dans un festival consacré à la question écologique et que la question écologique, par définition, doit aussi questionner les outils et les institutions démocratiques, quelle est votre vision du lien, de cette notion ancestrale de la démocratie et comment est-ce que vous la liez à la question de l'urgence écologique dans laquelle nous sommes maintenant? Ça fait beaucoup de choses, mais on va vous laisser du temps. Vous me donnez une dizaine de minutes quand même, ou pas? Allez-y, à peu près une dizaine de minutes, mais je pense qu'on va y arriver. C'est à peu près ce qu'il me faudra. Alors, donc, oui, je pense qu'il est important de définir le concept de démocratie et de rappeler
En premier lieu, que c'est un idéal, c'est-à-dire aucun pays, à aucun moment de notre histoire, n'a pu prétendre être une démocratie complètement achevée, c'est-à-dire un régime dans lequel finalement le pouvoir se gouvernait lui-même, comme le veut l'étymologie du mot démocratie. Alors pour moi, cet idéal, il se compose de 3 dimensions qu'il faut toujours rappeler et qu'il faut toujours essayer de tenir ensemble. La première dimension, donc c'est la plus ancienne, c'est l'idée d'un pouvoir du peuple sur lui-même. C'est l'idée selon laquelle il n'y a pas d'autre autorité que celle du peuple en démocratie et que c'est lui qui doit avoir le dernier mot. C'est un idéal d'autogouvernement et on évoque évidemment très souvent l'idée de souveraineté populaire. La deuxième dimension, c'est une dimension qui est beaucoup plus récente et qui me paraît aujourd'hui inséparable de la première. C'est la dimension juridique de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans protection des libertés individuelles, des libertés collectives. On voit aujourd'hui des États dans lesquels les pouvoirs sont élus, dans lesquels les citoyens gardent le droit de vote, mais où la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, la liberté d'information est remise en cause. Et on en connaît des États, et certains sont proches de nous, hein, évidemment, la Hongrie, la Pologne, etc. Et il me semble que cette dimension de l'état de droit est inséparable de la première. Mais peut entrer en contradiction avec la première. On peut avoir des majorités qui l'ont emporté aux élections s'en prenant aux minorités. Donc la protection des minorités, la séparation des pouvoirs, pour moi, compose une part importante de cet idéal démocratique. Et puis la troisième dimension, et c'est là où va intervenir la notion de citoyenneté, qui me paraît absolument indispensable. La démocratie, c'est pas seulement des institutions, c'est pas seulement des règles, c'est pas seulement une manière d'organiser les pouvoirs, sont aussi ce qu'on pourrait appeler, avec un philosophe américain qui s'appelle John Dewey, des formes de vie en commun. En fait, de la démocratie, il faut qu'il y en ait ailleurs que dans l'élection, ailleurs que dans les institutions, mais aussi dans toutes les autres sphères de la société. Est-ce que c'est un problème ou pas qu'il n'y ait pas vraiment de démocratie dans les entreprises? Est-ce que c'est un problème ou pas que les citoyens ne se considèrent pas forcément comme légitimes à s'exprimer dans l'espace public ou à s'intéresser aux affaires publiques? Est-ce que c'est un problème ou pas que les citoyens ne se considèrent pas comme des égaux ou considèrent que leurs adversaires sont des ennemis et veulent les faire taire plutôt que d'essayer de les convaincre ou de surmonter leurs différences? En fait, l'idéal démocratique, c'est un idéal d'égalité qui serait présent dans toutes les dimensions de la vie collective. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me paraît absolument essentiel. Donc on ne peut pas réduire la citoyenneté au fait de mettre un bulletin dans l'urne tous les 4 ou 5 ans. Ça n'est pas envisageable. Il n'y a pas de démocratie sans participation active des citoyens. Donc voilà pour cet idéal démocratique qui me paraît souvent mal conçu, et on est évidemment en ce moment, au moment où nous parlons, à un moment charnière où on voit que le modèle de démocratie qui est le nôtre, dont on peut contester de manière légitime le fait qu'on soit vraiment en démocratie, c'est-à-dire la démocratie représentative peut être légitimement considérée comme une contradiction dans les termes. Je pense que pour un Athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce régime ne serait pas véritablement démocratique parce qu'en fait le pouvoir est exercé par des représentants. Et les gens qui ont inventé ce régime à la fin du XVIIIe siècle détestaient la démocratie. Ça n'est que depuis la fin du XIXe siècle, avec le suffrage universel, avec les partis politiques, avec la liberté d'information et le rôle de la presse, qu'on s'est finalement rapproché d'un État dans lequel, et c'est ma définition très courte de la démocratie, chaque citoyen a une chance égale d'influencer la décision. On pourrait se contenter de cette phrase, c'est-à-dire ce régime dans lequel chaque citoyen a une égale possibilité d'influencer la décision. Donc, ce régime-là,
qui est démocratique par certains aspects, aristocratique par d'autres aspects. Ce régime, il est en voie d'effondrement, hein, comme le sont nos écosystèmes, puisque vous avez fait référence à l'écologie, et je terminerai là-dessus. Il est en voie d'effondrement. En fait, il ne suscite plus de croyances, d'adhésion, ça ne fonctionne plus. Un certain nombre de gens, de plus en plus nombreux, ne ressentent plus le besoin d'aller voter, ont le sentiment que ça ne sert à rien, ou peuvent avoir le sentiment aussi très légitime que leur voix ne peut pas être représentée, qu'il faut qu'ils contribuent eux-mêmes au processus de décision. Et donc, il est de plus en plus difficile de décider dans ce régime. On voit qu'il est contesté de l'intérieur et de l'extérieur par des grandes puissances qui revendiquent d'autres modèles de pouvoir. C'est un des éléments du problème. Quand la Russie interfère avec nos élections, c'est un véritable problème. Quand la démocratie, en tant que système, a été érigée en ennemi par toute une coalition d'acteurs qui sont puissants militairement et en termes de capacité à produire finalement de l'information, ça c'est quelque chose qui fragilise la démocratie. Mais les démocraties représentatives telles que nous les connaissons sont fragiles aussi, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui cherchent à les supplanter. Albert Camus, que je cite très souvent, avait déjà dit dans les années 60, quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, et ça n'est pas pour prendre de ses nouvelles. On est dans une situation comme ça. Quand on voit l'Italie basculer à l'extrême droite, quand on voit le Capitole assiégé le 6 janvier 2021, c'est un problème. On voit qu'elle ne tient plus qu'à un fil. Bon, et je vais terminer sur la question écologique pour ne pas être trop long et laisser la parole à mes collègues de la tribune. Avant d'en venir à la question écologique, je veux quand même porter ici, parce que ça fait, comme vous l'avez dit, de très nombreuses années, vous avez beaucoup insisté là-dessus, et c'est assez vrai que je travaille sur ces questions, ça fait presque un quart de siècle, la bonne nouvelle quand même, hein, même si les démocraties sont plus que malades, hein, elles sont atteintes dans leur idéal même, dans les croyances qu'elles suscitent ou qu'elles ne suscitent plus. Il y a de très très bonnes nouvelles, c'est qu'on recherche aujourd'hui non pas une alternative à la démocratie représentative, mais différents moyens de la sauvegarder, de la sauver. C'est ce qui est en jeu derrière toutes les expérimentations dites de démocratie participative. Il me semble que c'est un moyen, et j'espère qu'il sera perçu comme ça, de renforcer la légitimité des pouvoirs qui sont en jeu en incluant les citoyens dans le processus de décision. C'est ça la démocratie participative, c'est inclure de manière directe ou indirecte les citoyens ordinaires dans le processus de décision. On se donne peut-être une chance de réenchanter ce système, sinon on va basculer très vite dans une forme de régime autoritaire. Dernier point, sur l'écologie. On ne sait pas qui va s'effondrer en premier. Est-ce que ce sont nos conditions de vie et nos écosystèmes, les grands équilibres planétaires qui, dont on le voit aujourd'hui, sont affectés à tout moment, on perçoit finalement l'accélération de ce processus de dégradation des conditions de vie humaine sur cette planète, ou les institutions de la démocratie. Mais si j'ai une conviction absolue, et la Convention citoyenne pour le climat dont a parlé Héloïse, que je salue ici, l'a démontré, c'est que si on veut vraiment amorcer une transition écologique, si on veut éviter le pire, si on veut, d'un certain point de vue, maintenant on n'en est plus à prévenir, me semble-t-il, on n'arrivera pas à prévenir un certain nombre de dérèglements profonds dans nos conditions d'existence. Si on veut s'y adapter, on ne pourra le faire que démocratiquement. S'il y a une chose à laquelle je ne crois pas, c'est à la dictature éclairée, à la tyrannie des experts. Ça n'a marché à aucun moment dans l'histoire, il n'y a que les démocraties qui soient capables finalement de produire des solutions d'intérêt général, c'est-à-dire qui ne bénéficient pas qu'à un petit nombre. Et donc, on ne pourra affronter ce péril, ces périls innombrables, que de manière démocratique, c'est-à-dire en embarquant les citoyens, en les responsabilisant. On l'a vu avec la taxe carbone, ce qui vient d'en haut, ce qui n'est pas justifié, ce qui n'est pas
même discuter avec les citoyens est immédiatement refusé, alors même que lorsqu'on les informe, ces citoyens, lorsqu'on les embarque, lorsqu'on les responsabilise, ça a été le cas de la Convention citoyenne pour le climat, à ce moment-là, ils se montrent complètement à la hauteur des défis, et bien plus à la hauteur que nos représentants élus, parce que les 150 propositions qu'avaient faites, les 149, les 150 citoyens, n'étaient pas une solution finalement au changement climatique, mais étaient largement à même finalement d'améliorer la situation. On a bien vu ce qui s'est passé, évidemment. La démocratie représentative n'a pas voulu prendre en compte ce que cette forme de démocratie participative avait produit, et à mon avis, c'est très très dangereux, parce que là, si on continue comme ça, il est clair qu'on va tout droit vers le pire. Voilà. Bon, j'étais un peu long, hein, mais vous m'avez demandé une entrée en matière. J'ai essayé de ne pas être trop plombant, et je suis désolé de ne pas être avec vous, hein, mais j'espère que vous m'avez entendu. Voilà. Merci infiniment Loïc Blondiau pour cet exposé éclairant et très juste. Merci aussi d'avoir vraiment brossé un portrait très intéressant des concepts. Deux choses me frappent dans ce que vous avez dit. Quand on relie la notion de la démocratie à la question environnementale et de l'urgence climatique, c'est qu'il y a à la fois la nécessité de préserver et protéger les institutions démocratiques pour aussi protéger les personnes qui vont être les plus vulnérables aux effets du changement climatique et des catastrophes naturelles. On le voit aujourd'hui dans des pays comme le Bangladesh ou comme le Pakistan, qui sont des États avec des institutions parfois défaillantes, dans lesquelles les droits fondamentaux ne sont pas toujours respectés. Comment assurer aussi la protection des personnes qui vont être de plus en plus vulnérables aux effets du changement climatique? C'est un premier défi. Et puis ensuite, ce deuxième défi de la transition, vous avez parlé de justice et de ce qui doit être consulté, des mesures qui doivent arriver à être discutées dans la base par les citoyens pour avoir aussi une notion, pour conquérir aussi de la légitimité et de la justice. Pendant les Gilets jaunes, on a beaucoup entendu ce slogan justice climatique, justice sociale. Cette question est au cœur aussi de la notion de transition écologique et transition énergétique. Et je me tourne vers Alexandre d'Oxfam. Comment envisager aujourd'hui une transition qui soit une transition écologique qui soit à la fois sociale, qui tienne compte aussi de la démocratie et qui puisse permettre aux citoyens et aux citoyennes de l'intégrer et d'agir dans ce sens? Vous l'avez dit, c'est justice sociale et justice climatique ensemble. Et en fait, ça fait plusieurs dizaines d'années que Oxfam montre et dresse le constat que les inégalités augmentent. Mais en fait, les inégalités, en plus, s'accroissent dues au réchauffement climatique. Vous avez fait le constat d'inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi d'inégalités qu'on a au sein même de notre nation. Et en fait, ces inégalités qui accroissent, elles créent une tension démocratique et elles vont mettre à mal notre contrat social. Et en fait, ce contrat social est mis à mal et crée une tension à cause de deux choses. La première, c'est une différence en fait de comment on organise les politiques publiques aujourd'hui entre des politiques publiques qui sont surtout orientées vers le court terme, alors qu'on a besoin de réponses de long terme. Et donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup dans le débat public le terme de planification écologique, mais aussi sociale, puisque notre objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à objectif 2050, et donc avec des planifications à 10, 20 et 30 ans. Or, la plupart des politiques publiques ou des gouvernements et de la forme, notamment dans notre pays, avec laquelle ils sont élus avec des mandats plutôt courts, il y a une vraie tension à ce niveau-là. Et le deuxième point de tension qu'on constate, c'est ce qui a été déjà évoqué, qui est cette relation du haut vers le bas, c'est-à-dire le consentement en fait, des citoyens à des politiques publiques qui sont censées accompagner la transition écologique et enclencher la transition écologique, mais sur lequel il n'y a pas d'acceptation sociale. Donc ça, c'est les deux points de tension et de constat qu'on dresse de notre côté, du côté d'Oxfam. Et en fait, derrière, ce qu'on essaye de proposer, c'est d'aller d'une certaine façon d'une démocratie politique. Donc là, on revient un peu sur les définitions qu'ont exposé M. Blondiau d'une démocratie politique, où en fait, une démocratie politique, c'est là où des citoyens interagissent les uns avec les autres pour se réguler les uns les autres au nom de l'intérêt général. Là où aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'une forme de démocratie qu'une démocratie de marché, là où on va avoir des personnes qui vont plutôt être en compétition les uns et les unes contre les autres au profit d'intérêts plutôt particuliers.
Et donc pour répondre à cette situation et pour essayer d'équilibrer un peu ces deux formes de démocratie, il y a, je pense, deux pistes qui sont assez importantes. La première, c'est de réconcilier le court terme et le long terme. Alors pour cela, dont j'ai parlé avant, en fait pour cela il faut revoir les boussoles des politiques publiques. Quelles boussoles sont utilisées par les politiques publiques? Et donc notamment à l'heure actuelle, la boussole principale des politiques publiques, c'est la croissance du PIB. Et donc en fait, changer de boussole de politique publique, donc ne pas se focaliser que sur la croissance du PIB, mais aussi d'avoir des objectifs sociaux et environnementaux, et va nous permettre de répondre à la crise démocratique derrière et à résoudre le point de tension. Et donc là-dessus, c'est très clairement ne pas toujours chercher non plus qu'à réduire les déficits, mais avoir une vision de long terme pour répondre à cet enjeu de planification, d'investir aujourd'hui tout ce qui sont des financements nécessaires pour la transition écologique et sociale qui façonneront le monde de demain dans la santé, dans la transition écologique, dans la réduction des inégalités. Et la deuxième piste de solution, c'est une nécessité d'avoir un partage équitable de l'effort face à la transition. On l'a dit, donc la crise des Gilets jaunes est cette manifestation aussi d'une transition écologique qui était imposée, qui a été subie par les citoyens, parce qu'il n'y avait pas un véritable partage de l'effort. Je vous donne juste un chiffre, les 20% des ménages les plus aisés en France payent 4 fois moins de taxes carbone que les 20% des ménages les plus précaires. C'est complètement inégalitaire. Et donc c'est normal qu'il n'y ait pas de consentement social derrière. Et en fait, aujourd'hui, adresser la question du partage de l'effort dans les transitions écologiques, c'est-à-dire qu'on doit tous faire des efforts face à la transition, mais il y a des personnes qui ont plus de pouvoir et qui ont plus de responsabilités. Je pense aux personnes les plus riches, je pense aux multinationales, je pense aux milliardaires, et que ces personnes-là contribuent plus et fassent plus d'efforts dans la transition est absolument fondamental pour une acceptation sociale et derrière de résoudre cette tension démocratique et d'avoir une démocratie de demain qui soit plus juste. Merci beaucoup. Alors, vous avez bien pointé effectivement la nécessité d'accompagner cette transition avec le maximum de justice sociale aussi. Donc, c'est là où ça met en jeu évidemment la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics. Mais derrière, on sous-tend aussi qu'il doit que des choix et des décisions doivent être prises aussi pour guider la transition. Pour faire en sorte qu'elle soit le plus bénéfique à tous et en partie aux personnes les plus vulnérables. Et donc se pose aussi la question de qui fait ces choix et comment est-ce qu'on les discute. Quelle est la transition la plus juste? On n'a évidemment pas les mêmes intérêts dans ce débat. Pour certaines personnes, ça va être évident d'arrêter de prendre l'avion. Pour d'autres personnes, ça va être évident d'arrêter de manger de la viande. Ça génère aussi beaucoup de clivages, beaucoup de tensions. On l'a vu cet été avec les canicules, les feux de forêt, le débat qui a été mis sur le devant de la scène médiatique aussi d'interdire les jets privés. Tout ça, ça implique aussi des processus de discussion, de consultation citoyens et citoyennes. Et vous, Héloïse, vous avez eu la chance ou la malchance, vous nous direz, de participer à cette Convention citoyenne pour le climat qui, pour le coup, était un essai, une expérimentation politique innovante et intéressante. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça a fonctionné, d'où ça vient, quelles sont les racines un peu de cette expérimentation ? La Convention citoyenne pour le climat, elle est sortie des idées à la suite du grand débat des Gilets jaunes qui n'avait pas marché. Il y a un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens qui a un petit peu convoqué notre président Emmanuel Macron et qui lui a dit la seule solution qu'on te donne, c'est de tirer au sort des citoyens, de leur poser la question de comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de les laisser travailler. Et en fait, le président a décidé de laisser cette chance et donc de convoquer 150 citoyens en respectant certains critères, à la fois du lieu d'habitation, la campagne ou la ville, à la fois de niveau d'études, à la fois de budget du foyer, de sexe, sur plusieurs critères qui faisaient qu'en fait, on était censé représenter les 150 citoyens une mini-France. Et cette mini-France, on lui a posé pendant 1 an, à travers 7 sessions de travail de 3 jours, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, durant cette convention, on a eu à la fois des séances d'information, de compréhension des enjeux climatiques et sociaux qui nous regardent pour avoir une transition écologique et sociale convenable. Et après, on nous a dit, avec toutes les informations qu'on vous a données, avec tous les experts que vous avez à votre disposition, on vous laisse proposer
des textes de loi, travailler avec des juristes, avec des avocats, avec tout l'entourage nécessaire, et que vous présenterez soit directement aux citoyens par le biais de vos travaux, soit vous pouvez aussi le présenter aux parlementaires et le faire voter. Cette convention, elle a du coup émis 149 propositions qui ont été présentées par nos parlementaires et qui sont quasiment pas passées dans le débat public. Après, c'est mon avis, parce que certains disent que c'est un petit peu passé. Je suis pas certaine. Et donc, en fait, suite à cette convention citoyenne, on s'est rendu compte que moi, personnellement, je me suis rendu compte que le pouvoir de l'intelligence collective, où à la fois, on informe d'abord le citoyen, on le met face aux faits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les scientifiques nous disent sur la crise économique et sociale, c'est quoi l'urgence climatique. Et bien, en fait, on se rend compte que face à ça, les tensions et tout ce qu'on a du mal à avoir dans la société actuelle, elle prend une autre forme. Parce que quand on a tous le même but, qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, une fois qu'on a fait ce constat et qu'on est au courant, on arrive à se mettre d'accord. Et le pouvoir, en fait, de cette intelligence collective qui m'a démontré qu'une fois qu'on est informé, qu'une fois qu'on a eu un espace d'échange et un espace de discussion où chacun a pu mettre ses idées en place, on arrive à trouver des biais et des leviers pour vraiment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça marche là avec l'exemple du climat. Ça a été d'abord une convention citoyenne en France, un exercice de démocratie participative à l'échelle nationale, mais on a retrouvé après en Angleterre, au Royaume-Uni, on l'a retrouvé en Écosse, et c'est de plus en plus en train de se dérouler en Allemagne, en Autriche. Et en fait, on retrouve des exercices de démocratie participative qui touchent plusieurs sujets. Là, le prochain, ce sera sur la fin de vie. Notamment, encore une fois, avec 150 citoyens qui vont travailler sur cette question. Et je pense vraiment qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, ces exercices de démocratie participative, où d'abord on a des phases d'information et après des phases de travail, en fait, sur des textes de loi, ils peuvent représenter un levier important de notre démocratie de demain et du renouveau possible. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce retour. Oui, on peut l'applaudir. Et du coup, vous nous avez parlé donc à la fois de ces processus de consultation au niveau national et au niveau local, et donc ça me permet d'ouvrir avec une merveilleuse transition, merci pour ça, à monsieur Olivier Romero Gaillot, qui est avec nous aujourd'hui, qui est conseiller régional. Comment est-ce qu'on déploie ces outils et ces dispositifs de consultation citoyenne sur un territoire, et comment est-ce que ça peut se lier avec les outils aussi de la métropole et de la municipalité ? Alors déjà, justement, la région Occitanie, on a été pionnier lors du mandat précédent, et on a fait aussi une convention citoyenne qui a regroupé à peu près 100 citoyens, une partie tirée au sort, c'est à peu près les mêmes critères d'ailleurs, représentatifs de chaque département, etc. Ça a été une expérience super enrichissante, mais super enrichissante à différents titres. Le premier, c'est qu'il est ressorti énormément de propositions, en fait, une centaine de propositions, mais on a pu en mettre à peu près qu'une cinquantaine, à peu près la moitié. Pourquoi déjà ? Parce qu'on s'est rendu compte que les citoyens, il faut les informer avant tout. La plupart des propositions n'étaient pas dans le périmètre d'une région, en fait, étaient plutôt dans le périmètre de la ville, du village, de la métropole. Donc déjà, il faut trier. Et ce qui nous reste après comme proposition sur lequel on peut vraiment avoir une action, qui est vraiment dans les compétences de la région, alors après, il faut aussi les prioriser. Parce qu'on en a, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, la difficulté entre le temps citoyen et le temps politique, c'est justement qu'on n'a pas du tout les mêmes temporalités. Une proposition qui a été faite à la Convention citoyenne, qui a été acceptée et que l'on va mettre en œuvre, ça peut prendre 2 ans en fait, avant qu'elle prenne forme. Et les citoyens, on se rend compte que c'est très difficile pour eux de participer à une convention citoyenne et de ne pas voir le résultat assez rapide de ce qu'ils ont proposé. Donc ça peut créer de la frustration, etc. Donc en fait, justement, avec le recul, ça nous permet, quand on s'engage vraiment, pas comme dans la Convention citoyenne pour le climat, où ça a été complètement différent. Donc ça nous permet aussi de voir qu'il y a tout un travail en fait, de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté aussi à faire, d'explication déjà au préalable et de cadrage en fait aussi qui est très important sur quoi en fait on peut vraiment agir et sur quoi on peut vraiment concerter, et ce sur lequel forcément les institutions vont avoir un pouvoir de décision puisqu'il y a un budget à respecter ou des choses comme ça.
suite à cette convention citoyenne, on a fait différemment, nous. C'est-à-dire on a fait aussi un comité de suivi avec 15 citoyens qui faisaient partie de la convention et qui ont suivi, en fait, c'est-à-dire qui nous ont collé au cul, en fait. Il n'y a pas d'autre mot pour savoir si on respectait vraiment nos engagements. Et c'est très bien. Et ce qui est ressorti de cette convention citoyenne, ça a été le pacte vert. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler en Occitanie, mais ça a été essentiellement des mesures autour de la transition écologique qui sont ressorties. Donc sur les mobilités, sur les rénovations énergétiques, sur les plans d'intermodalité, en fait aussi, enfin, dans tous les domaines, l'alimentation bio dans les lycées ou locales. Donc après, du coup, on décline aussi sur l'agriculture locale, etc. Donc tout ça, ça nous a poussé quand même sur une transition écologique beaucoup plus poussée, et grâce en fait aux propositions des citoyens. Après, ce qui ressort aussi de ces conventions, c'est que c'est une échelle macro difficile à mettre en œuvre, y compris et surtout pour les citoyens. Il faut être disponible pendant un laps de temps très long où on ne travaille pas. Donc il faut aussi en fait rémunérer, si on veut le faire bien, les citoyens indemniser les citoyens qui participent à ça. Il faut les former. Il faut qu'ils puissent suivre le résultat en fait de leurs propositions, et on en perd beaucoup en cours de route. En fait. Donc voilà, il faut réfléchir à d'autres méthodes de concertation. C'est ce qu'on fait, on l'évoquera peut-être plus tard, ou je ne sais pas si vous voulez que je l'évoque dès à présent. Oui, vous pouvez dire un mot, on y reviendra plus longuement après. Voilà, donc du coup, cette expérience nous a beaucoup servi pour savoir que la deuxième étape est ce qu'on a mis en place par une feuille de route. Alors moi, je viens de prendre ma délégation, je viens d'être élu, déjà il y a un an, je viens de prendre cette nouvelle délégation de participation et engagement citoyen, et lorsqu'on m'a demandé de présenter une feuille de route, je me suis dit, mais c'est pas à moi à faire une feuille de route. La feuille de route, il faut la co-construire. Il faut la co-construire avec les élus du territoire et avec les citoyens. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils attendent de leur démocratie participative dans le territoire. Et donc, on a passé la première année de mandat en fait, à aller concerter partout et essayer d'expérimenter différentes propositions pour construire une feuille de route qu'on présentera là à la fin de l'année, qui se présente sous la forme d'une boussole, d'ailleurs, où on a différents axes prioritaires, comme aller vers les citoyens, la jeunesse. La jeunesse, on va d'ailleurs faire, en novembre, on va créer les premières rencontres de la jeunesse, parce que là aussi, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, et par M. Blondiot et par vous-même, il faut sortir en fait les citoyens du youpala, de l'infantilisation dans laquelle on les a mis, dans lequel on est depuis des années, et en fait les responsabiliser et faire en sorte qu'on puisse tous être actifs du moteur du changement, c'est-à-dire vraiment prendre des décisions dans la vie publique et qui vont influer sur la vie politique. Et à nous, politiques aussi, de redonner confiance en allant vraiment au contact des citoyens, piocher leurs besoins et essayer de répondre à ces besoins dans les politiques à notre échelle régionale en tout cas. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, vous avez parlé d'éducation à la citoyenneté, vous avez parlé du fait de se responsabiliser aussi individuellement, collectivement sur ces enjeux de transition écologique, sur ces enjeux de démocratie participative. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous le colonel Sylvain Besson. Alors, pour le coup, on est face ici, enfin, vous êtes vraiment au milieu du gué, c'est-à-dire que vous faites face depuis plusieurs années, depuis plusieurs étés, à des canicules, à des feux de forêt importants qui viennent ici mettre en lumière l'urgence climatique dont personne ne doute évidemment parmi nous. Et dans le même temps, ça pose aussi et ça réveille des questionnements relatifs à la citoyenneté, relatifs à l'engagement. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à redonner envie à la jeunesse de s'investir de façon bénévole dans les sapeurs-pompiers? Comment est-ce qu'on forme aussi par ce biais-là, par le biais de votre organisation, à une nouvelle forme d'engagement et de citoyenneté? Comment est-ce que vous envisagez, face à cette urgence écologique dans laquelle nous devons tous être mobilisés et accroître aussi nos forces, comment redonner de l'envie à cet engagement citoyen? Merci. Donc, juste pour, comme le disait Loïc Blondiot, sur une des dimensions de la démocratie, il y a ce sujet de la citoyenneté. Comme vous venez justement de l'introduire, les sapeurs-pompiers de France, on a deux axes, si on veut revenir et être dans le tempo du thème d'aujourd'hui. C'est d'une part l'engagement citoyen, puisque je le disais en introduction, partout en France, on a quelques variations, mais globalement,
dans tous les départements de France, puisque les services d'incendie sont de gestion départementale, la maille est départementale. Nous avons 80% de sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire que 80% de nos effectifs sont des pompiers volontaires qui ont une autre activité et qui s'engagent citoyennement, qui sont aussi, on pourrait quasiment dire bénévolement, mais qui ont une indemnisation en fonction de leurs activités pour porter secours. Et ils réalisent d'ailleurs près de 70% du temps d'intervention. Donc on voit voilà, aux côtés des pompiers professionnels. Donc voilà, aujourd'hui, le moteur de la protection civile partout en France et même en Europe, c'est le volontariat, c'est de sapeurs-pompiers pour une protection civile, vous l'avez dit sur le deuxième axe, pour faire face, pour être prêt à faire face à une accélération depuis plusieurs années. Et l'année 2022 a été exceptionnelle en ce sens, puisque tout l'été, nous avons eu un embrasement un peu généralisé du territoire national, mais aussi européen, voire mondial, avec une simultanéité, avec des populations, des élus et des citoyens qui ont été assez étonnés, surpris, parfois de manière assez dure, hein, quand on perd une maison, quand on perd une exploitation agricole, puisque par moment, on a des feux de champ dans l'Indre, dans l'Allier, en Saône-et-Loire. Bon, un feu de champ, c'est un feu de champ, sauf que c'est toute une récolte qui part, ce qui peut d'ailleurs créer, parce que le lien est assez immédiat, hein, sur un peu l'indépendance, en tout cas la capacité à alimenter aussi la population face à ces calamités, à ces incidents. Donc le premier sujet, c'est l'engagement citoyen. Ces 80% représentent quand même 200 000 personnes en France, donc c'est quand même une force vive, avec en plus de nos 30 000 jeunes sapeurs-pompiers. Donc nous aussi, c'est le sujet de la jeunesse, savoir parler à la jeunesse, savoir aller les chercher au bon moment, au bon endroit. On a aussi nos cadets de la sécurité civile, le service national universel. Donc voilà, on a vraiment les services d'incendie de secours en France, et en particulier dans l'Hérault, sont particulièrement engagés sur ce sujet de la citoyenneté. Et donc, par rapport à cet axe sur le dérèglement climatique, on est aussi le baromètre, plus généralement de la société, on est le baromètre des crises de la société. On voit depuis une dizaine d'années des pompiers agressés, en tout cas des agents publics, mais en particulier les sapeurs-pompiers. On voit des territoires où les sapeurs-pompiers sont les derniers services publics présents, et d'ailleurs des élus avec aussi un peu les médecins, hein, qui aussi sont un lien important d'attractivité du territoire. Et donc, on développe, on déploie des solutions pour lesquelles on appelle, je ne sais pas si vous le savez, mais les sapeurs-pompiers, les services d'incendie de secours sont de gouvernance territoriale. C'est-à-dire que malgré, c'est pas négatif, c'est une mission de service public et régalienne, protéger les populations, les biens, l'environnement, mais c'est une gouvernance territoriale des élus locaux, et c'est un financement aussi, puisque ça va avec, du territoire. Donc c'est aussi important dans un contexte où on a quand même un petit peu des sujets sur les finances publiques locales, départementales, notamment avec l'inflation actuelle, d'assurer une pérennité aussi de ce modèle-là. Donc pour vous répondre, l'engagement des jeunes, nous y sommes, mais et nous sommes assez confiants. Nous avons des partenariats avec l'Éducation nationale, nous sommes avec nos jeunes sapeurs-pompiers très présents auprès d'eux. Donc nous continuons à développer cela. On essaie d'avoir aussi avec les pouvoirs publics des reconnaissances, hein, pour que cet engagement aux citoyens dès 12-13 ans soit réellement valorisé dans la classe, soit valorisé aussi en matière... Alors ça l'est, hein, depuis des années, c'est pas connu, mais on a des points pour le brevet. On veut développer des choses sur le bac, hein, que cet engagement rapporte quelque chose, en tout cas soit valorisé de cette manière-là. On a aussi... on est porteur, nous pensons, des valeurs républicaines, et dans le cadre de la démocratie, c'est quand même important d'y revenir, et c'est pas du tout désuet. Nos jeunes et nos moins jeunes, hein, on participe régulièrement à des cérémonies d'hommage, les cérémonies patriotiques classiques, habituelles, mais aussi d'hommage à nos sapeurs-pompiers malheureusement décédés en service commandé. Donc ça a du sens. Les gens viennent chez nous chercher un sens qu'ils ne trouvent pas toujours ailleurs. Mais c'est pas, justement, ce sens, ça ne coule pas de sens. Donc ça nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puis, le lien et l'attachement, je disais en début, en préparation de cette intervention, le lien avec le territoire, voilà, il est très important. Le maillage territorial, on a 6200 centres d'incendie et de secours en France. Je disais il y a quelques instants, c'est souvent le dernier bastion de l'action publique, parce que globalement, même quand c'est des pompiers volontaires, il est ouvert quasiment en permanence. Le soir, les gens y passent, ils font des manœuvres. On a aussi le réseau associatif qui est auprès des sapeurs-pompiers, nos amicales dans les centres de secours, les unions départementales, la fédération nationale.
régulièrement dans un village aussi ou dans une commune. C'est une des associations dynamiques qui amène un certain nombre d'événements tout au long de l'année et qui permet aussi ce recrutement. Et puis le dernier point, c'est sur ce que vous avez évoqué. Voilà, aujourd'hui, nous sommes passés en 20 ans des soldats du feu. Hein, il y a une vingtaine d'années, on faisait 25-30% de nos missions, c'était la lutte contre les incendies. Aujourd'hui, c'est 5%. À soldats de la vie, puisque aujourd'hui, c'est 82% de nos missions. Donc sur 10 interventions, il y en a 8, voire 9. C'est du secours et du soin d'urgence aux personnes. C'est nos ambulances qui, pour des malaises graves, des accidents de la route, etc. Et puis, on passe maintenant, on le voit depuis 4-5 ans, avec vraiment acuité, sur les soldats du climat, parce que le dérèglement climatique, on l'a vu cet été, c'est les incendies de forêt qui frappent partout. On l'a vu en Gironde, quasiment comparable à l'année 49. Et puis, le dérèglement aussi par rapport aux inondations, ruissellements, et aux vagues de chaleur, aux canicules que vous évoquiez, qui vont se répéter. Et on se prépare et on pense que nous sommes le service et la citoyenneté qui est parfois aussi menacée par des règles et des normes de portée européenne aussi. Et ça, il faut aussi un petit peu en parler. C'est-à-dire qu'on a un peu des antagonismes qui s'expriment sur ceux qui veulent s'engager. Merci. Merci beaucoup. Alors ces événements climatiques, l'augmentation des catastrophes, ça vient évidemment tester à la fois la robustesse de nos structures, des pouvoirs publics, ça vient tester aussi les démocraties. On en a parlé, je voudrais refaire le lien avec vous, Monsieur Blondiaux. Donc par rapport à cette notion d'outil de démocratie participative, selon vous, est-ce que le futur, entre guillemets, est-ce que la solution, ça doit être de décupler, de multiplier ces processus de démocratie au local, démocratie participative par exemple, on peut citer l'exemple de la tentative de démocratie participative dans la ville de Saillant, dans la Drôme, qui s'est soldée par des belles réussites et puis aussi des échecs, puisque la municipalité n'a pas été reconduite en 2020. Donc, est-ce que l'avenir, c'est d'aller vers plus de délibératifs, vers plus de consultations au niveau local? Est-ce que le local est nécessairement l'échelon où on peut s'assurer que la démocratie sera la plus respectée aussi, selon vous? Alors, si on doit développer des stratégies pour essayer comment dire, d'avancer sur cette transition démocratique, si on peut réutiliser ce terme, il faut aller dans plusieurs directions. C'est-à-dire que d'abord, il faut réparer la démocratie représentative. C'est-à-dire, elle ne peut plus aujourd'hui s'organiser de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup à voir sur le financement de la vie politique, sur les modes de scrutin, etc., etc. Donc il y a ce premier chantier, on peut dire. Il y a un deuxième chantier, et vous l'avez évoqué, et on a ici évoqué plusieurs exemples d'engagement citoyen au niveau local, en dehors des institutions, très souvent, quelquefois contre les institutions. Pensons par exemple aux ZAD ou à des expériences de ce type, mais souvent en dehors des institutions, avec des citoyens qui, d'un certain point de vue, ont perdu complètement confiance, en se disant finalement, à quoi bon si je dois changer les choses ici et maintenant, c'est en prenant en charge un certain nombre d'actions, de communs. La notion de commun est très à la mode aujourd'hui parce que ils ont fait un constat de défaillance ou d'une absence de volonté finalement des institutions publiques. Et puis la troisième direction, vous avez tout à fait raison, c'est essayer de monter en puissance en ce qui concerne ce qu'on appelle la démocratie participative et ou délibérative. La notion de démocratie délibérative, elle introduit quelque chose d'essentiel, qui est que en fait, on ne peut pas décider bien et de manière juste sans qu'il y ait vraiment une implication de tous ceux qu'une décision concerne. C'est une idée vraiment toute simple. On ne peut plus décider d'en haut à quelques-uns, à l'ombre des groupes d'intérêt, d'un certain point de vue, parce que y a un acteur dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup d'influence sur la décision. Ce sont les groupes d'intérêt qui représentent des intérêts à court terme, ça a été dit par le représentant d'Oxfam, des intérêts à court terme et des intérêts qui sont socialement situés. C'est les intérêts de ceux qui ont déjà beaucoup de capital,
beaucoup d'argent. Ça n'est pas reproduire une grille d'analyse marxiste. Elle continue, ce type de lecture continue d'être valable aujourd'hui. Très clairement, on s'aperçoit que ces décisions, les décisions que l'on prend, avantagent les plus riches parce qu'on ne consulte pas, on ne prend pas en compte les catégories les plus pauvres de la population. Et il faut appeler un chat un chat. Donc, faisons de la démocratie délibérative à toutes les échelles. On a des expériences, par exemple, à l'échelle européenne. La conférence sur l'avenir de l'Europe, pour une fois, a démontré que l'Union européenne était capable de faire entrer les citoyens dans le débat. Elle a donné des résultats intéressants. On ne sait pas s'ils seront appliqués, puisque c'est ça toujours l'enjeu. Vous l'avez dit aussi, à l'échelle locale, j'ai quand même été frappé en 2020, même si c'était une circonstance exceptionnelle avec le Covid, que pas seulement des métropoles significatives, mais des villes moyennes et des petites villes avaient confié leur destin à des listes citoyennes dont le programme était la transition écologique, mais aussi la justice sociale et plus de démocratie. Alors, évidemment, et ce sera ma conclusion en tout cas, parce que je voudrais entendre les autres aussi réagir à toutes ces questions. Ce que doit démontrer aujourd'hui la démocratie participative, c'est pas qu'elle est capable de produire de bonnes décisions. Ça me paraît être une évidence. En tout cas, elle a des performances, si on raisonne comme ça, qui sont, à mon avis, égales, voire même supérieures à la démocratie représentative. C'est démontré d'un certain point de vue. Et surtout, elle permet finalement de produire de l'acceptabilité des décisions quand elle est bien faite. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'elle démontre qu'elle peut contraindre les représentants. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème de l'articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Beaucoup trop souvent aujourd'hui, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, les représentants ne se sentent pas contraints de suivre ce que disent les citoyens pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont peut-être été élus sur un programme et que ça les obligerait à changer leur programme, mais souvent aussi pour de mauvaises raisons. Et à force, finalement, de lasser le public qui essaye de s'engager, on risque finalement de se priver de ce moyen, me semble-t-il, de nous collectivement sauver. Voilà, je suis un peu grandiloquent, hein, mais bon, grosso modo, l'urgence est telle sur le plan de la démocratie. Je pense qu'on a trop tendance à ne pas le considérer. Par exemple, je vais participer à un colloque mercredi à l'Académie des sciences morales et politiques qui s'intitule « Faut-il réformer nos institutions ?» Il y a des gens qui se posent cette question-là de manière très, très sérieuse. Est-ce que, oui, évidemment, il faut réformer les institutions. Ça me paraît d'une urgence absolue. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Blondiau, pour ce propos de conclusion et d'ouverture. En même temps qu'il nous faudrait encore des heures pour échanger. Je me tourne vers vous, Alexandre. Donc, ces piliers qui ont été évoqués, justice sociale, justice environnementale, presque démocratie environnementale finalement, et puis évidemment démocratie participative et délibérative. Comment, au sein d'Oxfam, vous promouvez ces trois piliers-là? Quelles sont les pistes concrètes qu'on a aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit plus visible dans le débat public ou que ce soit aussi davantage pris en compte par les décideurs? Vous travaillez évidemment beaucoup pour la lutte contre les inégalités et la justice sociale. Donc comment est-ce qu'on raccroche ces notions de démocratie? Est-ce qu'il faut organiser systématiquement des processus de consultation à chaque décision? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il faut mettre davantage de démocratie aussi dans les entreprises pour avoir les décisions les plus justes prises? Est-ce que c'est un mélange de tout ça selon vous? Là, ça marche, ouais. Clairement, c'est un mélange de tout ça, oui. Mais il y a deux points qui me semblent intéressants et assez importants qu'on porte. La première, c'est qu'il ne faut pas non plus jeter à la poubelle, évidemment, la démocratie représentative. Et l'importance de l'Assemblée nationale aujourd'hui, du Sénat et des élus au niveau national est très important, mais est assez minimisé malheureusement par rapport au poids qu'ont les ministères et au poids qu'ont le gouvernement. Donc il y a un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. Et pour vous donner des outils qui pourraient être mis en place pour un peu plus aider ce niveau de démocratie représentative et pour aider l'Assemblée nationale,
c'est par exemple la mise en place avant le vote chaque année du budget de politiques et d'indications de politique publique pour mesurer quelles sont les conséquences de chaque mesure votée et de chaque dépense ou recette votée chaque année dans le budget de l'État. Et en fait, on pourrait avoir une indication sur ces mesures d'un point de vue d'inégalité, d'un point de vue social, d'un point de vue climatique et aussi d'un point de vue de sensibilité au genre. Et en fait, déjà, si on met en place, par exemple, des types d'informations comme cela, qui peut être fait au niveau national, mais comme au niveau local, ça permettrait déjà aussi, d'une part, de pouvoir plus orienter les décisions des décideurs et de nos représentants vers des actions plus justes pour la transition. Le deuxième point qui me semble aussi important de souligner, c'est la question de la contrainte. Et en fait, on a beaucoup parlé, en tout cas, on a pas mal évoqué le rôle de l'État, et on peut se sentir assez impuissant face à l'inaction climatique de notre gouvernement ou de l'État et des États au niveau international. Et puisqu'il y a aussi des représentants des collectivités territoriales autour de cette table, il y a aussi ne pas sous-estimer aussi le pouvoir qu'ont les collectivités territoriales. Et en fait, on parle beaucoup de l'État dans la transition écologique. Mais je pense qu'on oublie un axe stratégique, en tout cas on n'oublie pas, mais en tout cas dans la discussion au niveau national, il y a un axe stratégique et fondamental qui est ce pouvoir des collectivités territoriales. Et juste pour vous donner un exemple, on s'est beaucoup battu pendant le Covid pour que toutes les aides publiques de l'État vers les entreprises soient conditionnées. Donc on revient un peu à cette notion de contrainte qu'a évoquée M. Blondiot, qu'elle soit conditionnée à des engagements sociaux et environnementaux. Bon, on a perdu, rien n'est passé. Mais les collectivités territoriales ont aussi ce pouvoir de le faire aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de villes en France qui ont été élues sur des programmes fortement écologiques ou sociaux et qui ont le pouvoir, via la commande publique, de contraindre aussi les entreprises avec qui elles rentrent dans des commandes publiques, dans la mise en place. Et donc, pour vous donner juste un chiffre et du poids de cela, les commandes publiques en France, c'est à peu près 8% du PIB. C'est absolument colossal. Et juste un dernier exemple pour vous montrer que la démocratie se vit aussi, pas qu'au niveau de l'État, mais des collectivités territoriales, et qui me semble aller dans le bon sens. Il y a plusieurs collectivités territoriales à l'heure actuelle qui ont, par exemple, pris l'engagement et qui prennent l'engagement de, lorsqu'elles ont recours à un prêt, de s'engager auprès de banques qui vont plutôt avoir réorienté leur financement vers des activités vertes que vers des activités brunes ou fossiles. Donc concrètement, Besançon et plus de 10 collectivités en France à l'heure actuelle ont choisi de discriminer des banques qui ont recours au développement et au financement du développement des énergies fossiles et de plutôt sélectionner des banques qui vont avoir des conditionnalités écologiques importantes. Merci Alexandre. Je passe la main à M. Romero pour réagir justement sur le rôle des collectivités territoriales sur cet enjeu. Bon, il s'est dit plein de choses déjà. Hyper intéressantes, mais il faut arriver à réagir à tout. Alors déjà sur la banque, c'est typiquement le style de banque avec lequel on travaille sur la région Occitanie, et c'était un critère très important pour nous, une banque vraiment éthique. Déjà, pour moi, le débat aussi se pose dans le fait qu'on parle souvent de crise écologique, de crise sociale et de crise démocratique. Et elles sont, pour moi, toutes les trois intimement liées et seront en interaction. L'une ne pourra être résolue que si on agit aussi sur l'autre. Mais c'est même plus une crise, parce qu'une crise, ça voudrait dire qu'on va revenir à une condition, à ce que c'était avant. Pour moi, on est carrément dans un changement d'air. Et ce changement d'air, il va nous obliger carrément à, et tant mieux, justement, puisqu'on parle de démocratie, à passer à autre chose et à tester autre chose. Il y a aussi l'idée reçue souvent qu'on entend de le désengagement de la jeunesse. Alors là, moi, j'y crois absolument pas. Au contraire, je trouve que la jeunesse est très engagée, mais elle ne sait pas forcément, elle n'a plus confiance en ses institutions, et je peux la comprendre, et elle ne sait pas comment porter sa voix. Mais en même temps, l'exemple typique pour moi, c'est l'exemple des Ouïghours. Au meilleur des cas, les gens ne savaient pas. Au pire des cas, les gens s'en foutaient de la condition quand même d'une population en Chine qui subit un génocide ou qui est réduit à l'esclavage. Tout ça pour qu'on puisse porter des fringues pas chères qui enrichissent des multinationales. Et qui a porté ces sujets à la connaissance des médias
et donc après des citoyens et par voie de conséquence aux politiques et qui vraiment ont légiféré il n'y a pas longtemps d'ailleurs à l'Union européenne, et c'est tant mieux, c'est la mobilisation de la jeunesse via les réseaux sociaux, via des mobilisations aussi dans la rue, ou le boycott carrément de grandes marques, et c'est très bien. À nous, justement, tout l'enjeu est de savoir comment en fait on peut trouver une convergence entre cette mobilisation citoyenne et la politique. D'où cette crise de la, avec laquelle je suis d'accord, de la démocratie représentative, et qui doit trouver comment interagir avec cette démocratie participative. Et ce n'est pas toujours facile. Pour revenir un petit peu à ce que vous disiez justement sur la jeunesse, par exemple, pour avoir une application un peu plus locale, à l'échelle d'une région, ce qu'on fait justement sur la jeunesse, on travaille dans notre nouvelle feuille de route, sur comment valoriser l'engagement citoyen des jeunes au lycée. C'est-à-dire quand ils vont être engagés dans une association ou même en tant qu'éco-délégués, etc., comment après ils peuvent valoriser en fait ces engagements pour trouver un job d'été, pour rentrer en études supérieures, etc. Parce qu'il faut trouver en fait le starter de cet engagement citoyen qui s'est un petit peu perdu, entre autres. Et pour revenir aussi à un autre, parce qu'il y a eu beaucoup de choses vraiment qui ont été dites, c'est-à-dire le fait qu'en démocratie représentative, on se soit un peu, on comprenne pas peut-être, enfin certains ne comprennent pas aussi les enjeux de la démocratie participative. Mais c'est aussi que les citoyens, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut qu'ils soient formés à une forme de démocratie participative, mais aussi les élus. C'est pas parfois qu'ils ne veulent pas, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas formés à comment peut fonctionner une concertation, tout un processus de démocratie participative. Et là aussi, en fait, dans la nouvelle feuille de route au niveau de la région Occitanie, on a mis en place, en fait, justement, comme je vous disais, on a fait ça en co-construction avec les citoyens et les élus, ce qu'on a appelé très modestement une fabrique de la démocratie en interne. C'est-à-dire qu'en fait, tous les élus, les agents, vont être formés au processus de concertation, de participation, se mettre en position d'écoute aussi, ce qui paraît anodin mais qui est très important. Et les premiers qui vont être formés à ça vont former continuellement en fait les autres sur ça, et qui va normalement, j'espère en tout cas, créer une émulsion autour de la participation citoyenne en fait, qui est primordiale aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Romero. Je me tourne vers vous, Héloïse, et puis nous conclurons avec Monsieur Besson, parce que vous êtes jeune et vous avez fait l'expérimentation en interne de ces processus nouveaux, innovants de consultation citoyenne. Est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose sur votre retour d'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui pourrait se refaire à une échelle peut-être plus locale? Un retour d'expérience de votre part. Oui. D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on revient vraiment à l'engagement citoyen, en fait. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est de donner de la place aux citoyens pour qu'ils puissent avoir cet engagement. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse, elle s'exprime vachement sur ce changement de mode de vie et sur le fait qu'en fait, on a envie de faire ce qu'on a envie. Et à la fois, c'est beau, mais à la fois, c'est très compliqué à mettre en place. Mais on va avoir besoin de temps. Parce que demander à des citoyens d'intervenir, de se former et de se sentir légitimes, parce que je le rappelle aujourd'hui, on est tous légitimes dans cette démocratie à prendre la parole, à faire des choses et à faire bouger les choses. C'est à nous de le faire, c'est à nous de nous former et c'est à nous de bouger. L'exercice de la Convention citoyenne, il a été énorme pour moi, d'abord d'un point de vue de formation en fait. C'est enrichissant d'avoir Valérie Masson-Delmotte qui arrive et qui vous présente son diaporama en vous expliquant les faits scientifiques. C'est énorme. Et moi, j'ai eu la chance d'accéder à cette information. Et pour moi, c'est primordial en fait, de faire que chaque citoyen puisse se sentir concerné et le faire de lui-même. Donc ça me paraît super intéressant et important. Et ça passe aussi par les collectivités territoriales. Ça passe aussi par une valorisation de l'engagement sur le brevet, mais ça passe aussi sur l'engagement au sein des sapeurs-pompiers. Enfin, si on m'avait dit un jour que je serais à côté du colonel Besson pour parler de l'engagement, j'y aurais peut-être pas cru. Mais je trouve ça important, en fait, de valoriser cet engagement et de dire que c'est ça qui est important. Et après, pour revenir à la démocratie participative, bien évidemment, nos élus sont là pour nous aider à mettre en place ces démocraties, pour faire en sorte qu'elles marchent.
et pour faire en sorte qu'elles aient de l'impact. Mais on a aussi tous les collectifs de citoyens qui sont là pour les aider. Parce que les élus tout seuls, parfois, ils sont un peu bloqués. Et donc, du coup, c'est encore une fois à nous de réussir à trouver le temps, de réussir à demander ce temps qui nous est nécessaire pour créer ces espaces de démocratie participative et délibérative. Merci Héloïse, j'ai l'impression que vous avez 25 ans de maturité politique. Je suis très impressionnée. Merci pour votre conclusion. Colonel Besson, pour conclure cette table ronde, un mot sur l'engagement ou sur la démocratie, ou les deux? Oui, donc par rapport à tout ce qui a été dit, l'engagement citoyen qui est revenu un peu en trait d'union tout le long de cette séquence, il est important qu'il s'adresse à la jeunesse, mais pas que. Dans nos recrutements quasiment quotidiens, en tout cas réguliers, permanents. Il y a quelques années, on recrutait une fois par an, par exemple. Et donc, forcément, la personne qui avait loupé le coche, qui n'avait pas envoyé le courrier au bon moment, etc., eh bien, était déçue ou ne renouvelait pas. Donc aujourd'hui, on essaie d'être sur un engagement où on s'adresse à tout le monde. Bien sûr, la jeunesse en est le socle, et on en a déjà beaucoup parlé. Et je pense que la région pourra aussi valoriser nos sapeurs-pompiers volontaires aussi bien que, et au même niveau que ceux qui s'engagent par ailleurs. J'en doute pas, nous avons vu Carole Delga hier à Béziers. Donc voilà, l'engagement de la jeunesse, il est important, mais il n'est pas unique. On est aussi sur des cibles à 30 ans, à 40 ans, même à 50 ans et même plus. On est très jeune, on est très très jeune. Donc voilà, il faut qu'on sortir un peu de stéréotypes aussi que nous avions sur les sapeurs-pompiers. Ça ne veut pas dire qu'on absolument tout le monde au départ, comme ça, quand il en a l'idée, peut le devenir. En tout cas, peut le devenir, oui, mais il y a une condition physique, mais qui doit être un peu relativisée. C'est le groupe, après, qui prend le pas et qui motive tout ça. Les SDIS aussi, c'est un groupe social. Dans l'Hérault, j'ai dit, c'est plus de 4000 personnes, donc finalement réparties sur 72 au centre de secours. On a le pouls un peu du territoire, on a un petit peu les idées qui arrivent. Et nous aussi, en termes de démocratie représentative, on a des instances, on a des commissions consultatives, des élus de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Alors professionnels de la fonction publique, donc c'est des instances classiques, mais on développe depuis quelques années, 2-3 ans, c'est assez récent, justement ces espaces un peu de libération de la parole, de co-construction par ailleurs. Et c'est pas une évidence au départ. On est dans une structure quand même un peu hiérarchisée, ordonnée, et donc forcément, le colonel que je suis, pas au départ, parce que j'en suis assez convaincu, mais ça ne tient pas. Vous avez toute une chaîne hiérarchique à convaincre aussi, à acculturer à ces nouveaux fonctionnements qui ne doivent pas être que tout le temps de la consultation. Il faut aussi prendre des décisions, trancher, les appliquer. Mais c'est assez exigeant et nous le faisons. Donc, pour finir, consolider le volontariat, puisque c'est une richesse. Voilà, je le disais, la Fédération des sapeurs-pompiers de France souhaite le porter comme au patrimoine immatériel de l'UNESCO, à l'engagement volontaire bénévole. Il n'y a pas que les sapeurs-pompiers, bien sûr. On a plein d'associations, vous le disiez. Les associations agréées de sécurité civile qui sont plus proches de nous, Croix-Rouge, associations de protection civile, etc. Assurer ce renouveau démocratique, y compris dans nos structures, parce que par moments, on se plaint du rigorisme ou de la lourdeur, mais on est parfois les premiers sans s'en apercevoir ou sans vouloir se remettre en cause à l'appliquer dans sa structure, dans son fonctionnement. Et puis que la protection civile, puisque moi je suis là aussi pour ça, devienne vraiment une véritable politique publique de protection civile au sens gouvernemental, puisqu'aujourd'hui on est au sein du ministère de l'Intérieur un petit peu... C'est l'interservice, une crise. Il y a tous les pans des ministères qui ont à jouer. Et on est, il faut le dire quand même, un peu cloisonné ou siloté. Donc voilà, d'avoir peut-être un jour un secrétariat d'État qui viendrait amalgamer tous ces sujets de protection civile d'engagement plutôt que d'avoir finalement, parfois dans une logique de concurrence, parce que c'est bien d'avoir des jeunes, parce que c'est bien d'avoir l'engagement citoyen et une réserve, finalement se faire une concurrence entre police, gendarmerie, pompiers ou que sais-je encore. Donc voilà, d'avoir quelque chose d'assez transverse pour pouvoir envisager les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Besson. Alors, on a beaucoup parlé de consultation, de participation, d'écoute. Donc, ça semble absolument légitime et primordial d'ouvrir aussi ce débat à la salle pour avoir aussi vos questions, vos retours sur ce débat. Donc, allez-y, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, on va faire passer des micros dans la salle. Monsieur devant. Bonjour Alain Bott, je suis directeur général adjoint du groupe Midi Libre. Alors je déconnecte ma question du fait que notre groupe organise ce forum. Elle s'adresse à Loïc Blondiot, mais en
rebondissant sur ce qu'a dit Olivier Romero-Gaillot, vous avez parlé de convergence. Il était également fait état de relations de réciprocité entre les démocraties participatives, représentatives, les initiatives citoyennes. Loïc Blondiot, le regard du politologue sur l'engagement du média aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux, qu'en est-il ? Oui, il est absolument fondamental. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai parlé d'institutions de la démocratie représentative en voie d'effondrement, ben, j'inclus alors évidemment les partis politiques qui sont un des rouages absolument indispensables au fonctionnement de la démocratie représentative et qui ne sont plus en mesure de faire le lien entre les citoyens, entre la société et la sphère du pouvoir, mais ça inclut aussi quelque part les médias, c'est-à-dire que ce qui est en jeu dans la défiance vis-à-vis des médias, dans le contournement des médias traditionnels par les réseaux sociaux qui deviennent une source d'information pour toute une partie de la population avec les dérives auxquelles on a assisté au cours de ces dernières années. Le problème aussi qu'on ne peut pas mettre de côté de la propriété de ces médias, qui effectivement peut être questionné d'un point de vue démocratique. Est-il normal que la plupart des grands médias d'information appartiennent à une toute petite poignée d'acteurs qui peuvent être voilà, peut-être insoupçonnables pour certains dans leur gestion, mais que les citoyens justement soupçonnent. Et donc du coup, les médias ont un rôle absolument considérable de mon point de vue, c'est de mettre en scène à la fois le débat public, mais aussi de donner une version relativement stabilisée de la réalité, pour que les gens puissent, d'un certain point de vue, se construire une opinion et produire un jugement collectif. Aujourd'hui, on peut se demander si les médias... Alors, il n'est pas question que les médias soient tous alignés sur une même version de la réalité. Il est bien qu'il y ait des interprétations, des visions, des angles différents, mais aujourd'hui, il y a une telle confusion que ça peut effectivement gêner l'exercice par les citoyens de son métier de citoyen. Et puis, dernier point, je suis content que Midi Libre soit à l'origine de ce forum. La question de la médiatisation de la démocratie participative, elle est absolument fondamentale parce que ce que j'ai déjà observé, c'est qu'il est très difficile d'en rendre compte dans les médias parce que c'est pas du tout spectaculaire. Des gens qui essayent de trouver des accords en délibérant, c'est quelque chose qui est difficilement médiatisable. Et en fait, les médias n'arrivent que quand il y a de l'affrontement, quand il y a du conflit, quand il y a des possibilités d'un certain point de vue alors j'exagère peut-être un peu, mais de mettre en scène ce conflit. Donc il y a un enjeu de médiatisation. On a parlé des élus qui devaient se former à la démocratie participative. Je sais que dans la presse locale, on commence aujourd'hui à avoir des journalistes qui savent à peu près ce que sont les enjeux des démarches citoyennes, mais il faut inventer. Alors c'est très très compliqué. Il faut inventer des moyens de les rendre visibles parce qu'il y a un enjeu aussi à ce que les citoyens qui ne participent pas aient une petite idée de ce qui se joue dans ces exercices de démocratie participative, comme le disait Héloïse, parce que sinon ils ne pourront jamais finalement s'y retrouver et leur accorder de la légitimité. De ce point de vue-là, la Convention citoyenne pour le climat a souffert d'abord d'une non-médiatisation, ensuite d'une médiatisation qui a insisté sur les aspects les plus problématiques, en tout cas, de ce qu'avaient fait les citoyens. On a un peu été victime de cette absence de relais. Mais bon, voilà ce que je peux en dire. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Oui, je voulais juste aussi ajouter en fait que s'il n'y a plus de confiance aussi dans la démocratie représentative, c'est aussi parce que ce moyen de communication, alors, moins avec les médias locaux, mais les médias nationaux, on le voit quand même, et on l'a vu aux dernières présidentielles et législatives. On est quoi? On est aujourd'hui dans le court-termiste. Une information en écrase une autre sans arrêt, etc. On passe d'une révolution iranienne magnifique et qui n'est pas mise en avant parce que la Fashion Week, dont on se fout complètement, et qui est polluant, est en train... Enfin bon, voilà, on est de court-termiste. Et donc la politique, pour exister,
on passe totalement en fait aussi à la punchline pour pouvoir exister. Dans le cercle médiatique, il faut avoir la punchline, écraser l'autre, avoir le petit mot. Et ça pourrit aussi quand même le débat de la démocratie représentative qui devrait montrer vraiment autre chose et une autre image. Comment voulez-vous qu'après les citoyennes et les citoyens continuent à avoir confiance quand ça devient un cirque politique plutôt que vraiment une vraie politique qui est à leur service, puisque la politique, c'est être au service du citoyen avant tout. Alors, je ne veux pas engager débat, surtout pas. J'approuve à 200% ce que vous dites. Les journalistes de notre groupe écrivent sur les gens au milieu desquels ils vivent. On respire le même air et on espère respirer l'air le meilleur possible, manger les meilleures choses possibles. Et ça nous engage. Et cet engagement, on est vraiment, on le démontre ici, en capacité de le porter. Sauf que seul, on ne le portera pas non plus de manière efficace. Et c'est vrai qu'on a tous besoin les uns des autres. Merci, on retrouve vraiment cette notion d'engagement à travers aussi les concepts d'humilité et de temps long. Ça a été beaucoup pointé sur cette table ronde. D'autres questions? Et si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, lorsque vous posez la question, afin que l'on vous voit bien dans la salle. Enfin, puisque vous y tenez. Ah non, c'est bon, c'était juste quand vous levez la main pour avoir le micro pour qu'on vous voit. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé de vous lever. Oui, je vous remercie, madame. Christian Puech. Bien, tout ce qui est présenté ici est très intéressant, comme ça l'est depuis des dizaines d'années, plus ou moins. Je voudrais ajouter une question. Il y a différents niveaux de discussion. Vous avez au niveau du gouvernement des personnes qui décident ce qui ne peut pas être décidé dans les régions. Vous avez au-dessus des gouvernements des puissances financières qui décident de la marche du monde. Et puis vous avez également dans les représentants politiques des hommes qui sont incapables d'intégrer des personnes hétérodoxes, qui sont incapables, n'est-ce pas, qui n'aiment pas les gens compétents, libres d'esprit, désintéressés. Il y a quelque chose qui les gêne. Et ça, c'est national. C'est national, mais accentué un peu, ici, chez nous, par la pauvreté un peu de la région et le contexte politique dans lequel nous y vivons. Si nous regardons en perspective ces trois gros problèmes, il sera très difficile d'avancer sur la transition écologique. Je suis un exemple de ceux qui n'ont pas eu droit à la parole après avoir proposé d'extraordinaires projets ici. Voilà. Est-ce que vous avez une question, monsieur, plus précise? La question, elle est comment sortir de ces trois problématiques dont je viens de vous parler. La financiarisation du système dans lequel nous sommes dans le monde, hein, l'importance des gouvernements qui leur font la main, ainsi que, n'est-ce pas, le problème des représentants politiques qui éliminent les quelques centaines de personnes, mais ça c'est long, c'est une longue histoire, c'est la longue histoire de la France, hein, qui remonte, hein, voilà, on ne va pas y revenir, voilà, qui élimine les quelques personnes qui encore s'engagent de manière active, intelligente, apartisane. Voilà. Donc nous sommes là, non seulement les jeunes sont un peu écœurés, mais il y a également les anciens et quelquefois les meilleurs. Merci monsieur. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait réagir sur... Il y a lutter contre la financiarisation, il faudrait faire une thèse dessus. Non, mais pour vous répondre assez simplement sur deux pistes. La première, ce que vous dénoncez sur la financiarisation et peut-être des gouvernants qui sont en inaction ou qui sont animés par une forme d'orthodoxie, sans transition écologique et sociale pris en compte. La réponse est assez simple. Pour lutter contre cette situation inégalitaire, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut déconcentrer les pouvoirs. Et c'est ça que vous pointez, c'est à nouveau cette question du partage de l'effort, que ceux qui ont le pouvoir d'enclencher la transition écologique, ceux qui ont le pouvoir d'enclencher la transition sociale, de pouvoir transformer nos sociétés, ce sont ces personnes-là que vous avez évoquées, où il y a beaucoup de propositions à faire, mais c'est vraiment la notion de déconcentrer le pouvoir, et que en fait, l'État, qui est le garant de l'intérêt général, puisse assurer une régulation de tous ces acteurs
économiques qui défendent leur intérêt privé. Et sur la réponse sur votre troisième crise, je crois que ça a été assez bien évoqué par Héloïse tout à l'heure, mais à plusieurs reprises, c'est la mobilisation citoyenne, tout simplement. Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes des citoyens, et je pense que cette table ronde l'exprime plutôt bien, et qu'il y a d'autres formes d'action, et je crois que ça a été évoqué que juste le vote. Il y a aussi évidemment écrire à son maire, écrire à son conseiller régional, manifester, appeler à certaines formes de boycott si nécessaire, etc. etc. Héloïse, pour réagir? Juste pour rajouter, parce que je suis d'accord avec ce qui se dit, c'est aussi se former et consommer, c'est aussi un choix. Et c'est aussi une manière de voter au quotidien, donc il ne faut pas oublier de le rappeler. D'autres questions? Oui, bonjour, alors, Ludovic Ponon, je viens d'être diplômé en master de droit de l'environnement ici à Montpellier. Alors, tout le monde m'a vu. Tout le monde m'a vu. Pas. Non, mais je vous voyais vous lever du coup. J'avais une question pour vous, Monsieur Besson. Alors, selon vous, en fait, à quoi est due la diminution de la part de vos activités dans la lutte contre les incendies, sachant que la fréquence d'incendie n'a pas diminué entre les années 40 et le début du siècle, au contraire. Et est-ce que c'est dû à est-ce que ce n'est pas dû à une diminution un déchargement des activités du secteur médical sur vos services? Ensuite, vous parliez de normes européennes contraignantes pour les activités des sapeurs-pompiers. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, donc, alors sur la partie opérationnelle, l'activité, le nombre d'incendies, on a deux grandes familles, hein, la partie incendie en milieu urbain, les incendies d'appartements, de maisons, etc., qui, eux, ont plutôt quand même amorcé une pente descendante avec la prévention, hein, le choix de nouveaux matériaux, la prévention dans les établissements recevant du public depuis une trentaine d'années. Donc, on a diminué, on est à peine 150 000 incendies par an de ce type-là. Et puis, la deuxième moitié, c'est à peu près réparti de la manière suivante. On a les feux d'espaces naturels. Bon, on a aussi les feux industriels, mais eux sont assez minoritaires, même s'ils sont très importants quand ils surviennent. Ils demandent de très gros moyens humains et matériels. Et puis après, il y a les feux d'espaces naturels et des feux de forêt, qui eux, finalement aussi, on l'a vu cette année, qui est une année qui est prise comme une année un petit peu malheureusement référente. On est à ce jour, parce qu'elle n'est pas finie, à 60 000 hectares. Il faut savoir que il y a une trentaine d'années où on a eu vraiment, avec le décès de nombreux sapeurs-pompiers et de populations aussi, pris dans les incendies, dans les années 84, 85, feu du Tanneron, etc. Puis 2003, une deuxième vague avec les feux dans le Var. On était des années à 80 000 hectares en France, c'était la norme. Donc même là, avec une année exceptionnelle, on reste encore en dessous. Je ne dis pas que c'est satisfaisant. Et en fait, c'est l'effet de la prévention pendant 30-40 ans qui ont permis de prendre conscience de la judiciarisation aussi des faits, qui ont permis, donc sur l'incendie volontaire notamment, de forêt, qui ont permis de limiter et de diminuer très fortement. D'ailleurs, dans cette même période, la forêt a progressé de 30%. On a une forêt qui est en expansion partout en France, et on le voit d'ailleurs avec des problématiques publiques-privées, de propriété, qui font que sur son entretien. Donc voilà pour le premier point, plutôt une stabilité, et c'est l'explosion des autres missions qui finalement a fait aussi régresser la mission d'incendie. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, les pompiers faisaient quasiment que la lutte contre les incendies, et au fur et à mesure du temps, de la démocratisation des activités, de la consommation aussi de services, et du retrait, comme vous le sous-entendez, comme vous l'évoquez, d'autres secteurs, de la médecine libérale, du numerus clausus. Il y a un certain de la désertification, du vieillissement de la population, du recentrage sur les villes, et donc dans une période où, quand il n'y avait plus grand-chose dans les bourgs, ça s'est vidé, et maintenant ça pourrait avoir tendance à se remplir, mais c'est pas évident. On l'a vu il y a une semaine sur le projet d'une 10e année, etc., pour les étudiants en médecine. Donc voilà, le secours à personne, c'est vraiment transformé parce qu'on en a eu besoin pour aussi vraiment sauver avec efficacité les gens. Si vous arrivez 20 minutes, 30 minutes après sur un arrêt cardio-respiratoire, autant dire que les chances sont diminuées. Donc il y a vraiment eu à la fois un retrait, en tout cas, des partenaires qui ont eu des difficultés pour assurer leur mission dans le temps, et puis les sapeurs-pompiers qui ont été disponibles aussi sur le territoire avec ce maillage territorial, je vous disais 6200 centres de secours qui ont permis
finalement, de prendre la carence, de s'affirmer, et aujourd'hui de rendre un service que l'on pense de qualité, mais qui est un peu en équilibre par moment, précaire, ou en tout cas qu'il faut surveiller, notamment d'une part sur l'engagement, on en a longuement parlé, et puis le financement des services aussi, qui est quand même un sujet, puisqu'il est essentiellement, je le disais, territorial, départemental. Merci. Merci beaucoup. Une question ? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je suis désolé, je suis arrivé en cours de table ronde, alors j'espère ne pas revenir sur un sujet qui a déjà été abordé. Mais donc j'entendais tout à l'heure Monsieur Blondiot dire notamment, si j'ai bien compris, que certains décideurs, certains élus avaient peut-être oublié qu'ils étaient redevables envers les citoyens qu'ils avaient élus. Dans la même veine, donc Monsieur Romero nous disait également qu'il comprenait que certains jeunes aient perdu foi en nos institutions. Et donc par rapport à ces sujets-là, je me demandais ce qu'il pensait de la solution que pouvait être le mandat impératif par rapport à ça, s'il pensait que c'était quelque chose de raisonnable, d'utile, d'indispensable. Voilà, si on pouvait avoir leur point de vue là-dessus. Voilà. Merci. Monsieur Blondiot, on vous écoute. Oui, quand je parlais tout à l'heure de renouveau de l'imagination politique, on redécouvre en ce moment des procédures qui avaient été écartées, voire même absolument prohibées. Vous savez qu'il y a un article de notre Constitution, l'article 27, qui dit « tout mandat impératif est nul ». Et donc, un élu un député qui voudrait se soumettre à un mandat impératif se mettrait en infraction, ou en tout cas en transgression de notre Constitution. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ce que ça interroge aujourd'hui, le retour de ce mandat impératif. Qu'est-ce que c'est que le mandat impératif ? Le mandat impératif, donc, qui était pratiqué sous l'Ancien Régime, que Jean-Jacques Rousseau préconisait. Ce mandat impératif, finalement, il oblige le représentant à suivre les consignes de ses électeurs. Alors, c'était les cahiers de doléances pour les députés aux États généraux de 1789. On pourrait imaginer aujourd'hui que des consignes soient données aux représentants par leurs électeurs, à charge pour ces représentants de revenir, quand il y a des questions nouvelles qui se posent ou un changement de contexte, de revenir devant les citoyens. On pourrait imaginer des dispositifs, il y a même eu un mouvement politique en France il y a quelques années qui s'appelait Ma Voix, qui essayait d'organiser ça en disant finalement on va élire des députés qui vont s'engager finalement à redemander à leurs électeurs ce qu'ils doivent faire une fois arrivés à l'Assemblée et devant voter une loi. Donc c'est pas complètement inenvisageable. Et il me semble qu'on assiste concrètement à un retour du mandat impératif dans pas mal d'organisations autres que les assemblées élues. On se méfie de plus en plus des représentants. On a le sentiment effectivement que il y a un vrai problème aujourd'hui à représenter la volonté, à représenter les demandes des citoyens, parce qu'il y a toujours un risque potentiel de trahison. Et donc, du coup, notre système, qui est complètement fondé sur cette fiction de la représentation, elle dit qu'une fois que quelqu'un est élu, il peut se substituer pendant tout l'intervalle entre les élections à celui et à ceux qui l'ont élu, et qui sont dès lors privés finalement de parole, privée d'action. Ça ne marche plus aujourd'hui, ça ne marche plus. Et donc, continuons à réfléchir à ce mandat impératif, essayons un peu de modifier la manière dont s'organise la division du travail entre les représentants et les représentés. Permettons aux représentés, entre deux élections, d'exprimer leur voix, d'interpeller les représentants et éventuellement de contribuer à
à leur action. Je pense qu'on va dans cette direction, on y va très très lentement, mais ce dont je suis sûr, c'est que notre fiction du mandat représentatif, qui fait que en fait nos représentants sont complètement libres une fois qu'ils sont élus de décider ce qu'ils veulent, ça ne fonctionne plus parce que voilà, c'est comme ça. Il y a un changement de société. Les citoyens sont de plus en plus informés. Les citoyens ont de plus en plus envie de faire valoir leur point de vue. Et pour moi, le mandat impératif est peut-être une solution. Super rapidement, puisqu'il reste Puisque pas longtemps. nous arrivons sur la fin, 2 minutes. Plus que l'impératif, je crois beaucoup plus au continuum démocratique, c'est-à-dire ne pas faire de la politique juste pour les échéances électorales, mais tout au long, et la concertation et la convergence de la démocratie représentative et participative peut répondre à ça. L'impératif, imaginons que demain, une minorité arrive à élire quelqu'un d'extrême droite qui a un programme très intensif, on va dire, là-dessus, et avec un mandat impératif qui l'oblige à mettre en œuvre ce sur quoi il a été engagé, ça me ferait un petit peu peur. Donc je préfère quand même quelque chose de beaucoup moins impératif et beaucoup plus co-construit, pour me voir. Merci, nous avons le temps pour une dernière petite question. Bonsoir, Nicole Bandelier. J'ai pas une question, mais si vous le permettez, j'aimerais aborder, à partir d'exemples d'actions que j'ai menées, les questions que vous pouvez peut-être continuer. Parce que je pense que tout ce que vous avez dit, j'approuve et je suis complètement d'accord. Et je le resitue aussi dans un contexte culturel et pas uniquement politique et économique. C'est que nous sommes imprégnés d'une culture depuis des siècles qui nous met en situation d'autorité ou de soumission selon ce que l'on peut faire. Et je crois que ça traverse toutes les actions qu'on peut mener. Je vais vous donner juste 3 exemples qui posent des questions. Très rapidement, s'il vous plaît, parce que nous devons conclure. Je vais essayer, c'est pas évident. J'ai eu la chance d'accompagner la participation des habitants dans une association. Et j'ai accompagné des habitants à réfléchir, faire un diagnostic, monter un projet et réaliser ce projet. Sauf qu'au bout de quelques temps, la présidente de l'association a pris peur parce que les gens devenaient intelligents, entre guillemets. Ils avaient de l'intelligence personnelle et de l'intelligence collective et ça fait peur. Moyennant quoi, au bout de 6 mois, on m'a dit vous ne respectez pas les engagements, donc allez voir ailleurs. Donc c'est aussi comment on accepte que les gens, j'utilise ce mot, grandissent aussi et prennent leur place. La deuxième exemple, j'intervenais dans une entreprise et le directeur avait demandé à un des services de lui faire un rapport sur la situation pour qu'il puisse proposer au conseil d'administration une analyse et à partir de ça, décider des choses. Et les professionnels ont fait une liste de tout ce qu'elles avaient remarqué, de problèmes, et le directeur leur a retourné le rapport en disant « ce n'est pas ce que je vous ai demandé ». Moyennant quoi, les professionnels se sont dit « mais ils ne nous respectent pas, nous on sait faire, et c'est pas, etc. » Ça a créé un conflit. On m'a appelé SES pompiers, j'appelle ça, venez calmer le jeu. Et en fait, j'ai essayé de calmer, ça a été difficile au début, mais je leur ai dit ce n'est pas ce que le directeur vous demandait. Il vous demandait de lui donner une argumentation. Vous avez des connaissances que lui n'a pas. Ce n'est pas lui dire faites ceci ou faites cela. C'est apporter des éléments d'information et d'argumentation qui vont l'aider, lui, à se saisir des problèmes. Et je pense que c'est peut-être à voir aussi dans les formes de démocratie participative, quel est le rôle de chacun. Et on n'a pas tous les mêmes compétences et ni même les attributions. Le dernier exemple, j'ai eu la chance d'accompagner ce que j'appelle une véritable démarche de démocratie participative dans une ville moyenne. On a accompagné 200 habitants pendant 4 mois à raison de 2 soirées par mois pour repenser complètement une place ancienne.
Et là, nous avons accompagné autant les habitants que les élus, pour que les élus passent non pas de je suis élu donc je dois savoir, parce qu'il n'y a pas que le pouvoir, il y a aussi l'illusion qu'ils ne doivent jamais être en porte-à-faux. Et puis les citoyens de dire mais on les a accompagnés à être ce qu'ils sont et non pas le commerçant représenter les commerçants, telle association représenter telle association. C'est eux en tant que personnes vis-à-vis de cette place et de citoyens, quelle est leur vision? Je ne vous raconte pas, ça a été une explosion de propositions extraordinaires. Et en fait, nous, on ne faisait rien. On faisait simplement, c'est pour ça que je reviens un peu sur la formation, je pense plutôt à l'accompagnement, c'est en fait créer un cadre où les gens se retrouvent là où ils doivent être. Et à ce moment-là, ça éclot. Alors, il y a eu des difficultés parce qu'une partie de la... C'était vraiment soutenu, porté par la municipalité. Bien sûr, il y avait des opposants, y compris dans la majorité qui soutenaient ça, parce que c'était complètement inhabituel. Et je pense que c'est des choses très concrètes et très humaines qui se jouent là. C'est pas simplement des grandes théories. Merci madame. Voilà. Merci pour ce très beau retour. Je suis navrée, on va devoir conclure, mais je crois que le fin mot de cette table ronde, c'est que les notions de démocratie, sur les enjeux de démocratie et de nouvelle citoyenneté, c'est aussi être capable de se remettre en question et de critiquer aussi les modèles qu'on connaît et être capable de sauter dans le vide pour innover et tenter d'autres choses. Donc merci pour ces retours. C'est la fin de la 3e édition du Festival du Monde Nouveau. Merci encore Marie-France de nous avoir accueillis ici. Merci pour la tenue de ce bel événement. Merci aussi de rendre ça possible dans une autre ville que la capitale. Nous avons évidemment besoin que les villes, que les collectivités se mobilisent sur les questions climatiques et sur les questions sociales. On a beaucoup essayé aussi, durant ces 3 jours, de lier les deux. Comment inclure le citoyen dans cette transition écologique, comment mobiliser les collectivités, les entreprises, la société civile dans la quête aussi d'une justice sociale qui soit aussi plus inclusive et plus juste. Merci beaucoup de votre participation, de vos questions, du courage aussi que vous avez eu de poser ces questions et à nos intervenants. Et puis évidemment, merci aux équipes d'organisation, à l'équipe du Monde Nouveau, à Midi Events et à tous les intervenants et intervenantes qui se sont joints à ces débats et ces échanges. Bonne soirée à vous et continuons d'être engagés ensemble pour le climat et la justice sociale.